Je suis en compagnie de Rachid, chez notre partenaire Physiofirme et APCSE, qui est au service des CSE depuis 15 ans, donc des CE déjà, puisque c'était avant le CSE. Et on va parler du télétravail, télétravail en bande organisée donc. Alors, Rachid, comment les salariés et les élus et la direction doivent faire face à la crise et embrayer le télétravail avec cette crise? Ok. Alors, on doit se resituer il y a quelques années en arrière déjà et comprendre comment ça arrive. Ça arrive suite à prise de parole de Macron. On est un vendredi soir et là il dit c'est la catastrophe, on s'arrête, l'économie est à terre, notre société est à terre et vous devez rentrer chez vous. Ça commence comme ça commence d'une manière assez brutale et on est donc Le 19 mars. Exactement, on est donc dans la crise. Suite à ça, si tu veux, ce qui est important de savoir, c'est comment tu gères la crise. C'est-à-dire, comment, face à une situation qui déborde tout le monde, tu vas mobiliser tes partenaires sociaux en tant que partenaire pour faire front commun face à une difficulté et pas la jouer en cavalier seul parce que tu es face à une situation qui est inédite. C'est une occasion de rappeler à nos internautes que les partenaires sociaux ne sont pas simplement les secrétaires généraux ou présidents d'organisations syndicales et le ministre du Travail. Les partenaires sociaux, c'est aussi dans l'entreprise les représentants du personnel et les chefs d'entreprise. Bien évidemment. Et puis, ça découle aussi d'une certaine vision que tu as. C'est-à-dire que tu peux voir tes partenaires sociaux comme des partenaires ou les voir comme des adversaires. Et pour moi, si tu veux, ça introduit un peu la manière dont tu vas animer ton dialogue social, de par déjà le point de vue que tu as à la base d'eux. Est-ce qu'ils sont des partenaires? Est-ce qu'ils sont des adversaires? Si tu les vois comme des partenaires, tu les associes. Si tu les vois comme des adversaires, tu les combats. Oui, c'est surtout le contexte et l'histoire de l'entreprise qui fait que ce sont des adversaires ou des partenaires. Oui, bien sûr. Ce que je veux évoquer par là, c'est que donc on se retrouve très rapidement à aller chercher des paquets de pâtes et des rouleaux de PQ pour survivre, bien évidemment. Et ça, c'est le premier temps de la crise. Et une fois ce temps-là passé, on se retrouve sur des choix à faire. Par exemple, télétravail, pas télétravail. Par exemple, chômage partiel, pas chômage partiel. C'est-à-dire que là, tu vas toucher directement à l'emploi. Sur ces questions, qui pour moi sont des sujets qui doivent être abordés de manière collective, il y a eu dans beaucoup d'entreprises, en tout cas d'entreprises dans lesquelles on a pu intervenir, un premier loupé, une première marche qui a sauté à ce niveau-là. C'est-à-dire que on a fait comme si les partenaires sociaux, Quesaco, ce qu'ils ont leur mot à dire là-dessus, télétravail, ça change quoi? Le télétravail, ça change tout. Oui. Télétravail, ça change tout parce que, on introduit une notion qui est celle de l'isolement dans le travail. Quand tu pointes le matin à 8 h ou à 9 h pour prendre ton poste, tu retrouves des collègues. Donc ça va, tu es dans un collectif. Là, tu te retrouves du jour au lendemain, seul, avec un confort à géométrie variable, parce que je pense que tu ne vis pas de la même manière le télétravail quand tu es dans une grande maison avec un jardin, avec un bureau approprié, que quand tu es dans un appartement dans le 17e à Paris qui fait 17 mètres carrés et où tu fais ton travail sur la table basse du salon. D'accord ? Est-ce que la genèse du problème ne vient pas du fait que ça a été imposé par un gouvernement au lieu de laisser la main aux partenaires sociaux dans l'entreprise et laisser les représentants du personnel et notamment les CSSCT mettre en place ça dans chaque entreprise? Oui. Et normalement, temps de crise ou pas crise, quand tu es confronté à un nouveau risque au travail, tu dois mettre à jour le document unique et surtout tu dois rameuter tes partenaires sociaux, notamment les élus du CDCT, pour faire ce qu'on appelle procéder à l'analyse des risques. C'est-à-dire quelles conséquences l'arrivée du Covid, ça va avoir sur notre fonctionnement, sur notre santé, sur notre sécurité et quelles mesures on met en place pour s'assurer que le personnel puisse travailler, qu'il soit ici ou chez lui, dans des bonnes conditions de santé et de sécurité. Et c'est à ce titre-là que les élus de la commission santé, sécurité, conditions de travail ont un rôle à jouer. Ils ne sont pas un seul organisme de contrôle, ils sont là aussi pour promouvoir des propositions, pour être force de proposition, pour s'assurer aussi de l'efficience des mesures qui sont mises en place par l'employeur. Et si tu veux, ils sont de fait pleinement associés quand on parle de santé et de sécurité au travail. Alors,
tout le monde s'est mobilisé dans les entreprises, mais certainement pas dans un premier temps, puisque dans un premier temps, c'est descendu du gouvernement en disant voilà comment ça va marcher, vous n'allez plus au bureau, vous restez à la maison, sauf telle activité, type les soignants, etc., etc. Et là, dans ce deuxième temps, les IRP se sont mobilisés quand même. Alors, tu as certains IRP qui ont été mobilisés quand, en fait, on a commencé à avoir des masques, du gel et des mesures barrières. Parce que, grosso modo... Et l'obligation du référent Covid. Oui, et l'obligation, quand référent Covid, il y a. Mais c'est la même sur les références harcèlement sexuel et agissement sexiste. Voilà, sur le papier, il y en a censé en avoir un. Concrètement, ils ne sont pas toujours là. Concrètement, ils ne sont pas toujours formés aussi. Voilà, si je parle du référent harcèlement sexuel et agissement sexiste, mais on pourrait poser la même question sur le référent Covid. Du jour au lendemain, tu es référent Covid. Donc, tu es censé maîtriser un sujet que personne ne connaît, ni Véran, ni l'OMS, ni personne. D'accord, avec des dispositifs de sécurité à mettre en place, sachant qu'on n'a toujours pas de masque, on n'a toujours pas de gel, et finalement, on est encore très peu outillé. Je pense au sens des mesures de prévention primaires pour faire face à ce risque-là. L'autre sujet, c'est que tu as raison de parler du référent Covid. On doit aussi parler des CSE, des réunions extra qui devaient découler de ces mesures, des dispositifs d'accompagnement qui devaient découler de ces mesures, du protocole de reprise de l'activité qui découle de ces mesures, etc. Donc il y a eu toute une ribambelle en fait d'attendus en termes d'action sur lesquels on a observé finalement beaucoup de rendez-vous manqués et on a impliqué les élus finalement en bout de chaîne, c'est-à-dire quand on était plutôt en train de négocier des accords sur est-ce qu'on fait du télétravail ou est-ce qu'on ne fait pas du télétravail, sachant qu'avant ça, il y a eu une crise qui a généré... C'est-à-dire qu'on en est arrivé à un moment à négocier est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on ne fait pas, quand on a fini le télétravail subi, et où là on s'est rendu compte qu'il y a eu des problèmes en cascade de management, puisque les managers ne savaient plus où étaient leurs équipes. Il y a même des salariés qui ont disparu complètement des radars, et où on a multiplié, il n'y a jamais eu autant de réunions que pendant qu'on ne faisait rien, finalement, parce qu'on n'avait pas une activité normale, on ne s'est jamais autant réunis. Donc là, il y a eu aussi un problème de formation et de suivi des managers. Totalement d'accord avec cela. D'une part, je pense qu'il faut dissocier ce qui est le télétravail confiné contraint du télétravail. Le télétravail, ça existait avant le Covid. Donc le télétravail confiné contraint, c'est ce qu'impose le gouvernement quand ils disent vous restez chez vous de manière contrainte. Et force est de constater que les boîtes ont avancé sur le sujet du télétravail, en tout cas pour certaines d'entre elles, parce qu'on n'a pas eu le choix. Et c'est presque un travers culturel franco-français, et c'est affligeant de le constater, mais c'est que sur beaucoup de sujets, on doit légiférer. C'est-à-dire que si on n'impose pas, si on ne t'impose pas un inspecteur du travail, si on ne t'impose pas un document unique, si on ne t'impose pas un règlement intérieur, et des sanctions, et des lits d'entrave, etc., par le simple bon sens, on fait pas, ou on fait peu. Mais parenthèse. Celle-ci est enfermée. Pour revenir sur ce que tu es en train d'évoquer concernant le télétravail. J'en reviens sur ces questions de point de vue que tu as au départ. Je parlais tout à l'heure du point de vue que tu peux avoir dès le départ sur tes élus. Est-ce que tu les vois comme des partenaires ou est-ce que tu les vois comme des adversaires? Pour le télétravail, il y a eu beaucoup de réticences finalement psychologique, si tu veux, dogmatique, parce que je pense que le télétravail, c'est pas bien, parce que quand les gens sont chez eux, en fait, ils sont en télétravail en 2 mots, quoi, si tu veux. Ils sont devant la télé, 50% voilà, 50% Netflix et 50% je bosse quand j'ai bien envie de travailler. Or, la plupart des études, des travaux sur le sujet montrent que le télétravail est plutôt un dispositif efficace, c'est-à-dire que les gens travaillent quand ils sont en télétravail. Pour toutes les entreprises qui ont craint ou qui ont cru à un effondrement de leur activité, on s'est rendu compte que la plupart des boîtes ont réussi à passer le cap et se sont maintenues dans leurs activités en déportant le travail. Et finalement, on a simplement accéléré ce qu'on appelle le travail déporté aujourd'hui quand on s'intéresse à la sociologie des organisations de travail. Maintenant, on a un autre souci, puisque là, on est sorti entre guillemets, puisqu'il se dit que ça reprend un petit peu. On est en train d'en sortir, et on a entendu Elon Musk pour Tesla, et chez Apple aussi, où elle a dit stop au télétravail, maintenant vous revenez au bureau. Donc c'est-à-dire que
on a redécouvert le pétrole quand on a trouvé le télétravail, on a trouvé ça formidable. Oui. Et puis là, on est en train de se dire, ah mais non, mais le télétravail, finalement, c'est pas si bien, il faut que les gens reviennent. Donc il faut imposer ça aux gens, parce que dans la même entreprise, il y a ceux qui veulent pas revenir. Il y a ceux qui veulent revenir. Il y a ceux qui veulent un jour. Il y a ceux qui veulent 2 jours. Et honnêtement, pour organiser une entreprise, j'en parlais avec Alain Gargani de la CPME Sud, dans sa propre entreprise, ça pose un problème. Oui. Comment on fait avec ses partenaires ou ses adversaires, puisqu'on est bien là en relation avec les IRP, pour négocier un accord qui fasse que l'entreprise reprenne son cours normalement, dans une situation sanitaire qui va, on l'espère, évoluer dans le bien. Oui, je vais juste faire un rapide retour sur le sujet de la confiance que tu évoquais tout à l'heure, parce qu'il est aussi en lien et en tension avec la question que je viens de me poser à l'instant. Sur le sujet de la confiance, les entreprises qui s'en sont le mieux sorties, y compris en termes de management, puisque tu parlais de ça, ce sont systématiquement, enfin en tout cas assez couramment, les managers qui avaient confiance en leurs équipes. C'est-à-dire que si je te fais confiance et je pars du principe que tu es un salarié qui est assez autonome et responsable pour faire un travail de qualité, je n'ai pas à te fliquer le matin en te mettant un Teams à 8h, un Teams à 10h, un Teams à 11h, un Teams à 15h pour m'assurer que tu es bien en train de travailler. Finalement, tu multiplies des temps qui sont non productifs, qui sont inopérants et qui n'ont aucun sens. D'accord ? Et ça, derrière cette mécanique-là, derrière ce mécanisme-là, il y a celui de la confiance. Et quel est le niveau de confiance que j'ai vis-à-vis de mes salariés et inversement, quelle confiance les salariés ont dans leur entreprise aussi par rapport à ce nouveau schéma de travail qui est totalement nouveau aussi et inédit pour certains. Maintenant, j'arrive sur la question que tu me poses. Je pense que le télétravail, c'est un nouveau modèle d'organisation de travail qui va avec ses limites, ses inconvénients, ses forces et ses points à consolider. Quand tu dois discuter d'un accord efficient, c'est-à-dire concrètement, si on doit déployer quels sont les points sur lesquels on doit se mettre d'accord, le premier, c'est l'éligibilité, c'est-à-dire qui peut prétendre à du télétravail. Parce que pas toutes les activités, pas tous les métiers sont télétravaillables. Un coiffeur, c'est pas possible. On est d'accord. Donc, une fois que tu as répondu à cette question, c'est quelle organisation on met en place, ne serait-ce qu'en termes de mesure du temps de travail. D'accord ? Tu pointes pas, badgeuse, pas badgeuse, comment on s'assure que les salariés prennent leur temps de pause, comment on s'assure aussi du respect du droit à la déconnexion. Donc il doit y avoir tout un sujet sur l'organisation du travail, notamment du temps de travail. Tout se négocie. Tout se négocie, bien évidemment. Avec son partenaire et pas avec son adversaire, parce que sinon on ne sort pas. Sinon on ne négocie pas. Troisième point, c'est tout ce qui relève finalement de l'aménagement du poste quand tu es chez toi. C'est-à-dire qui paie la facture, d'accord ? Qui paie ma ramette de papier, mon internet, mon chauffage, mon repas, mon ceci, cela. Ça aussi, ça doit se négocier, d'accord ? L'équipement, les fournitures, le matériel. Et puis ensuite, on arrive sur un autre sujet, c'est le management. C'est-à-dire quel type de management est adapté à ce type de format d'organisation. C'est-à-dire que mes salariés, je ne les ai pas sous les yeux. Donc je dois les piloter, les manager d'une autre manière. Alors, on a des outils techniques, de visio, de travail à distance, mais il y a aussi les pratiques, d'accord, les comportements de management. Et on en revient à ce que j'évoquais sur le sujet de la confiance et d'une forme de plus grande latitude, autonomie, participation que tu dois donner à tes salariés. Dit autrement, aller davantage sur des formes de management qui sont beaucoup plus participatives, intégratives, où tu travailles sur la force du collectif et pas sur quelque chose où tu es une sorte de maître qui doit régenter ce qui se passe tête par tête, heure par heure et occasion par occasion. Alors on a bien souligné la nécessité de la formation des managers. Je pense que ça, c'est la base, la formation du manager, et aussi d'avoir affaire à des partenaires et pas à des adversaires si on veut avoir un accord qui soit... Et le rôle du représentant du personnel, c'est-à-dire qu'il soit bien allé à la pêche aux infos sur qu'est-ce que par service convient le mieux aux salariés dans l'entreprise, pour avoir un accord de télétravail qui ne pénalise ni les salariés, parce que c'est un point de qualité de vie au travail aussi, ni les employeurs, parce que la boîte, elle doit continuer à tourner. Merci Rachid. Merci.